Encore une collision en pleine mer. Le navire norvégien tricolore échoué au large du Pas-de-Calais a été à nouveau percuté, cette fois par un cargo turc, malgré les balises lumineuses. Par miracle, les dégâts sont très limités. Un accident incompréhensible selon les autorités. Mobilisation générale contre une possible marée noire. Les boulettes n'étaient qu'un hors-d'œuvre. Des plaques de pétrole ne sont plus qu'à 100 km des côtes. Le plan Paul Marter est déclenché en Gironde et la justice s'en mêle. Ouverture d'une information judiciaire contre X. La situation s'envenime en Côte d'Ivoire. L'armée régulière a violé la trêve en bombardant un village de pêcheurs. Bilan 12 morts, tous des civils. La France embarrassée hausse le ton contre Abidjan. Il y a une semaine naissait le premier bébé présumé cloné. Révolution, crime ou coup de bluff, on attend toujours les preuves en tout cas. Ce soir, celle par qui le scandale est arrivé a accepté de nous répondre. Brigitte Boisselier, responsable du programme chez les Raéliens. Bonsoir et à tout à l'heure. Et pour terminer cette découverte qui fait de l'orang-outan un animal social, comme le chimpanzé, comme l'homme, le singe s'est imposé des bonnes manières, il apprend à ses petits à dire bonne nuit. Explication à la fin de ce journal. Bonsoir à tous, merci de votre attention. On est donc passé tout près d'une nouvelle catastrophe dans la Manche hier soir. Le cargo qui a heurté l'épave du tricolore transportait 66 000 tonnes de kérosène. Il a finalement pu se dégager grâce à la marée montante. Yann Fronty. L'épave du tricolore gît à quelques mètres sous l'eau. Hier soir, c'est son étrave, l'arrière du navire, près de son hélice, qui a été touché. À quelques milles, voici le Vicky, le bateau turc qui l'a percuté. Une collision improbable au vu de l'important dispositif de sécurité déployé. Car cette zone est très clairement délimitée, balisée par 5 bouées et encadrée par 3 navires chargés de prévenir tout accident. Le balisage est très clair et en langage international, compréhensible par tous les marins du monde. Il n'aurait pas dû passer de ce côté-là de cette bouée, il aurait dû passer soit au nord de cette bouée, soit au sud de celle-ci. Donc c'est vraiment incompréhensible. Pour l'instant, effectivement, on ne se l'explique pas. Plus de 600 bateaux croisent chaque jour au large des côtes françaises et anglaises. Une des autoroutes maritimes les plus fréquentées au monde. L'épave du tricolore repose au beau milieu d'un carrefour où le trafic ne s'arrête jamais. Il y a 15 jours déjà, le cargo Nicolas n'avait pas pu éviter l'épave. Depuis, les messages d'alerte se sont multipliés en vain. Ce matin à Boulogne, les pêcheurs n'avaient qu'une explication, le manque de vigilance de l'équipage turc. Vous ne comprenez pas comment ça a pu arriver? Oh, bon non, c'est que l'homme de quart il n'était pas à la barre, c'est tout, c'est terminé, puis que vous savez endormi à la barre. Voici, c'est la seule question. Parce que nous, on nous oblige à être modernes, avoir des radars sonores, avoir tout sonore, puis eux, ils sont aussi plus modernes que nous, par des bateaux comme ça. Ouais. Le cargo turc transporte près de 70 000 tonnes de gazole. Il mouille ce soir au large d'Ostende en Belgique. Des fuites de pétrole ont été détectées, mais selon les autorités belges, les risques de pollution sont limités. Et pourquoi l'épave du tricolore est-elle toujours submergée? Eh bien, les autorités indiquent qu'il faut d'abord pomper la totalité du pétrole avant de tenter de le renflouer, opération qui pourrait démarrer dans les 15 jours. Mais c'est vrai que les conditions météo sont très mauvaises en ce moment. Et voilà qui nous amène à l'arrivée du pétrole, du prestige sur les côtes françaises. D'abord cette information, la justice est saisie. Une information judiciaire a été ouverte. Des poursuites sont engagées par le parquet de Brest contre les responsables de la pollution. Et il ne s'agit plus seulement de boulettes, des nappes d'hydrocarbures sont maintenant à une centaine de kilomètres de la côte en Gironde. Le plan Paul Marter a donc été déclenché. Sophie Rodier. Depuis hier, monsieur le maire surveille les 23 kilomètres de plage du Cap Ferret. Très vite, il constate les premiers dégâts. Regardez là-bas, il y a un plein. Il y a un plein partout là. Là, je ne sais pas comment on va faire. Pour l'instant, les boulettes sont éparpillées sur 5 km. Des petites boulettes visqueuses avant l'arrivée de la nappe de pétrole. Hier, je n'étais pas très inquiet parce qu'il y avait des galettes. Des galettes, des belles galettes. On peut les ramasser, on peut les mettre dans une poubelle. Là, maintenant, ce sont des petites plaques, des petites boulettes. Et puis, combien de temps ça va durer? Donc, je suis préoccupé, oui, préoccupé. Poussée par les vents, la nappe est toujours à une centaine de kilomètres des côtes. Mais cet après-midi, un nouvel amas de galettes d'hydrocarbures a été repéré au large de la Vendée. En Gironde, le plan Paul Marter a été déclenché aujourd'hui. Dans les zones touchées, combinaisons, bottes et autres matériels antipollution seront répartis au plus vite par les services de l'équipement. Enfin, pompiers, policiers et gendarmes sont désormais réquisitionnés pour surveiller et nettoyer les plages.
Et les ostréiculteurs d'Arcachon, eux aussi, ont découvert quelques boulettes d'hydrocarbures sur les rives du bassin. Ils sont évidemment très inquiets. C'est donc le scénario redouté par les experts qui est en train de prendre forme. Une pollution diffuse, fragmentée, plus au sud dans les Landes. Reportage Sophie Mézel, Marie Cazot. Pour aujourd'hui, malheureusement, la promenade et les châteaux de sable s'arrêteront là, juste avant la plage. Car elle vient d'être interdite au public par arrêté municipal et jusqu'à nouvel ordre pour cause de pollution. Des boulettes d'hydrocarbures issues du Prestige ont été retrouvées ce matin sur 2 plages de Biscarrosse. 150 kilos environ, moins d'1 mètre cube. À marée haute, on n'y voit plus rien, mais les gens d'ici se sont déplacés quand même. Ça m'indispose, oui, parce que on a un sentiment d'impuissance et c'est regrettable parce que la nature c'est magnifique et il faut la préserver. 30 km plus loin, à Mimizan. La plage est encore épargnée, mais les inquiétudes persistantes se ressentent déjà sur la prochaine saison touristique. On a des locations saisonnières à Mimizan et c'est vrai que depuis un mois, on n'a plus trop d'appels pour des informations sur les appartements et les maisons à louer, quoi. D'ailleurs, la zone la plus touchée n'est qu'à 2 pas entre Mimizan et Biscarrosse, sur un terrain de tir militaire. Non, là, il y en a pas mal, mais bon, il faut jamais tout ramasser. Il faut ramasser ce que vous pouvez, d'accord. Une quarantaine de pompiers et de civils étaient déployés ce matin pour un travail de fourmi. Il faut à la fois être rapide pour que les boulettes de fioul ne retournent pas à l'océan plus fragmenté et éviter de ramasser trop de sable pour ne pas déséquilibrer l'écosystème de la plage. Alors, les tentes, on les met quand même le plus vers la dune, quand même. Voilà, hein. le plus haut possible pour pouvoir les reprendre dans la grue. D'accord, ouais, mais d'accord, ok. Pas de problème. Hein. Demain, quelques renforts militaires sont attendus, mais l'ensemble du dispositif n'est pas encore en œuvre. C'est une grosse pollution, nous disait cet après-midi le préfet des Landes, pas encore une marée noire. Et à l'instant, le préfet de la région Aquitaine vient d'indiquer qu'une nappe de fioul est en train de se pulvériser en une accumulation de millions de boulettes qui sont attendues ce week-end sur la côte. Alors à Biarritz, un peu plus au sud que Mimizan, nous retrouvons donc Gilles Asenjo. Bonsoir, vous êtes président de l'association Surfrider, une association de surfeurs qui depuis longtemps exprime ses préoccupations écologiques. Vous vous présentez comme des gardiens de la côte, vous avez été de toutes les opérations de nettoyage, celle de l'Erika par exemple, et là vous dites stop et vous poussez un coup de gueule, vous dites on n'y sera pas. Pourquoi? Oui, bonsoir. Mais ce qui s'est passé au large de la Corogne il y a 1 mois et demi, c'est un véritable attentat. C'est une bombe qui a pété, une bombe à retardement, hein, on s'en rend compte à présent. C'est tout sauf une catastrophe naturelle. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, nos côtes pour lesquelles nous battons, nous, avec d'autres associations, à longueur d'année, sont souillées. Souillées par ce qui est aujourd'hui un déchet toxique. Il ne faut pas tourner autour du pot. Et donc nous ne voulons plus aller nettoyer pour 2 raisons, principalement une raison sanitaire. Je le répète, ce sont des déchets toxiques et il est absolument hors de question que nous, responsables d'associations, envoyons des gens, soyons responsables de ça, envoyons des gens nettoyer et prendre des risques sanitaires. Et l'autre raison, de fait, c'est un ras-le-bol, assez, nous disons assez. Vous venez de le dire, nous sommes allés nettoyer il y a 3 ans pour l'Erika et que s'est-il passé depuis? Rien. Alors, à quoi bon? Jusqu'à combien de naufrages allons-nous nettoyer avant que quelque chose se passe? On a vu il y a 2 minutes les images dans la Manche. Si dans 1 mois il y a un autre naufrage, est-ce qu'on va encore nous demander d'aller nettoyer? Nous sommes les victimes d'un attentat et je trouve ça inconcevable. Et nous ne voulons plus. Nous ne voulons plus participer et être en somme à la solde des vrais responsables. Ouais. Les vrais responsables. Vous dites la coupe est pleine. Une fois de plus, une catastrophe naturelle. Ah oui, la coupe est pleine. Il y a des responsables. C'est une catastrophe industrielle. Je pense qu'il y a des responsabilités industrielles, des responsabilités politiques, des négligences, de la malhonnêteté. On ne veut plus. Merci. Merci Gilles Asenjo d'avoir été... Allez-y. Si vous le permettez, j'aimerais vous dire que cette position-là, ce n'est pas un lapin qu'on sort du chapeau. Hein. C'est ce qu'on entend. Nous, les associations, nous sommes sur le terrain, nous discutons avec les gens, nous sommes en bord de mer, et c'est ce que pense la majorité des gens, je vous l'assure. Ils ne veulent pas être pris une fois de plus pour, sans mauvais jeu de mots, être pour les dindons de la farce. Ouais. Et j'aimerais aussi avoir une pensée pour les 300 à 400 personnes qui sont suivies médicalement aujourd'hui en Galice, pour avoir nettoyé. Ce sont des bénévoles qui ont bien été obligés de le faire du fait de la carence des responsables espagnols. Hein. Oui. Aujourd'hui, ces gens-là sont malades. En Galice, ils ont un mot pour appeler ce pétrole. Ils disent la mierda. Je pense qu'il n'y a pas besoin de traduction. Merci Gilles Asenjo pour ce témoignage, on vous a bien compris. En revanche, sur l'île de Ré, on l'a appris tout à l'heure, les quelques rares boulettes trouvées sur la plage ne viennent pas du Prestige, mais d'un dégazage.
C'est ce qu'indiquent donc les analyses. Il faut rappeler que les dégazages, d'une manière générale, sont encore plus polluants que les naufrages. Autre question qui se pose déjà, que faire des hydrocarbures ramassés? Les préfectures ont désigné des sites, mais dans les communes concernées aussi, on fait grise mine. Dans les Pyrénées-Atlantiques, par exemple, c'est à Mouguère que seront enterrés les déchets. Sur place, Caroline Pham, Bernard Bonnard. Les habitants et le maire de Mouguère ne peuvent que constater. Les aménagements sont prêts, 2 bassins de 2500 mètres cubes destinés à stocker les résidus de pollution du Prestige. 3 sites étaient envisagés. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a réquisitionné ce terrain. Aujourd'hui, on nous garantit que c'est fait dans les normes, mais ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est que nous n'avons aucune réponse sur la suite. Nous n'avons pas de réponse sur la durée du stockage, ça peut durer 3-4 ans, on n'a aucune garantie aujourd'hui. Mais côté préfecture, on se veut rassurant et pragmatique. L'accessibilité du site est un critère déterminant, comme l'étanchéité. Le site de Mouguère présentait les meilleures garanties d'imperméabilité des sols, c'est un sol argileux, et puis d'éloignement, relatif bien entendu, mais d'éloignement quand même, des habitations. Des habitations situées en face du terrain. Certains riverains sont bien conscients de la nécessité d'un stockage, mais en revanche, ils ne sont pas d'accord sur la nature du sol. C'était du marécage à l'origine, et ça a été remblayé avec des tonnes et des tonnes de sable, mais il n'y a pas une once d'argile dans le terrain. L'heure n'est pas encore au déchargement d'hydrocarbures. Les Pyrénées-Atlantiques sont pour l'instant épargnées. Mais les habitants de Mouguère réagissent et entendent bien obtenir plus d'informations et de garanties. Dernière image enfin à propos de cette marée noire qui touche la France, les oiseaux mazoutés. Ce matin, on en avait déjà récupéré 150 sur le littoral aquitain. Ils sont traités dans des centres spécialisés. Traditionnellement, vous le savez, les oiseaux mazoutés arrivent toujours sur les côtes avant les nappes, des signes avant-coureurs en quelque sorte. Autre alerte dans l'ouest de la France, mais aussi à Paris et en Bourgogne, le coup de vent annoncé par Météo France, rafale de 120 à 130 km/h en Vendée et en Poitou-Charentes, où ont été tournées ces images. Pas de dégâts importants. En Côte d'Or et dans la Nièvre, les pompiers sont intervenus plus de 200 fois. Toitures arrachées, panneaux publicitaires envolés. Image ici du chantier de la cathédrale d'Auxerre. À Paris, les parcs, les jardins et les cimetières sont restés fermés cet après-midi dans la crainte de chute de branches. Les lendemains du Nouvel An, un homme de 34 ans a été condamné à 2 ans de prison ferme pour avoir incendié une voiture à Mulhouse. D'autres personnes seront jugées ultérieurement. Et puis dans le Nord, plusieurs des voyous qui avaient battu et blessé des pompiers et des policiers comparaissaient eux aussi aujourd'hui. Reportage. À la caserne d'Aniche, entre Douai et Valenciennes, les témoignages de solidarité affluent. Hier, à 4h30 du matin, une intervention pour un malaise a basculé dans la violence. Les sauveteurs ont été agressés par ceux qui les avaient appelés. En fait, ils nous reprochaient d'être longs, et c'est justement ce qu'on ne comprenait pas, parce qu'on venait juste d'être appelés, donc les délais de 5 minutes. Les pompiers alertent des collègues ainsi que des policiers qui seront accueillis à leur tour par 3 hommes déchaînés, visiblement sous l'emprise de l'alcool. Ils nous ont cassé le carreau avec une baramine qui est encore à l'intérieur. Et ils nous ont jeté probablement des projectiles sur le VSAB, sur cette ambulance. Et ici, on voit les traces. Et à l'arrière, ils ont donné des coups de pied dans les panneaux de porte. Les 3 prévenus, dont 2 nient les faits, ont été jugés cet après-midi en comparution immédiate au tribunal de Douai. Le procureur a requis des peines de 10 à 24 mois d'emprisonnement. Commentaire Gilles Marinet. En bref, le bagagiste de Roissy a été écroué hier après sa mise en examen. Nouvel élément à charge contre lui, les experts ont trouvé des traces d'explosifs sur la banquette arrière de son véhicule. En revanche, on vient de l'apprendre, les empreintes trouvées sur ces explosifs ne seraient pas les siennes. Pas plus de précision pour l'instant. L'actualité sociale avec, je cite, la prise en otage des produits chimiques d'une usine Daewoo de Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle. Les salariés occupent les locaux, ils se sont emparés des produits, ils sont en chômage partiel. Le tribunal doit prendre une décision jeudi prochain sur l'avenir de l'usine. Information maintenant à destination des 11 millions d'habitants d'Île-de-France. Vous l'avez découvert aujourd'hui, ou ce sera dans les jours qui viennent, le nouveau ticket de métro
Il était vert, il est mauve. Et ce n'est pas son seul attrait, il s'agit d'un ticket unique qui sera valable dans tous les métros, autobus et trains de Paris et banlieue. Économie encore, ce n'est pas une surprise. L'année 2002 a marqué un recul des ventes de voitures après l'euphorie de 2001, moins 4,9%. Les marques françaises représentent toujours 60% du marché. Voiture la plus vendue de l'année, la Renault Clio devant la Peugeot 206 et la Mégane Scénic. L'actualité à l'étranger avec d'abord cette menace d'escalade en Côte d'Ivoire. Je vous le disais, l'armée loyaliste a violé le cessez-le-feu. Le bombardement d'un village de pêcheurs a coûté la vie à 12 civils. Les rebelles veulent répliquer. La France, qui est censée garantir la trêve, est en mauvaise posture. Anne Pancinet. Ce sont les rebelles du MPCI qui ont d'abord dénoncé l'attaque parce qu'elle s'est produite dans la zone qu'ils contrôlent au centre du pays. Mais les soldats français ont pu constater eux aussi ce que montrent ici les rebelles, les restes d'une attaque par hélicoptère Mi-24 sur une barge où se trouvaient des civils dont des femmes et des enfants. Des hélicoptères sans doute pilotés par des mercenaires dépendants de la présidence ivoirienne. Nous trouvons que cette action, bien entendu, est inadmissible dans la mesure où elle est adressée à des civils. Cette attaque a été dirigée sur des civils innocents. Le bilan est de 12 morts. Selon l'armée ivoirienne, les hélicoptères n'ont fait que riposter à des tirs rebelles. Mais quoi qu'il en soit, c'est une violation de la ligne de cessez-le-feu que les Français sont chargés de faire respecter. Ligne située à quelques dizaines de kilomètres du lieu de l'attaque. La France a donc officiellement condamné cette action, demandé des explications à Abidjan et dépêche sur place son ministre des Affaires étrangères. Je vais en Côte d'Ivoire demain matin pour rencontrer les autorités politiques ivoiriennes, pour rencontrer l'ensemble des forces politiques ivoiriennes, pour rencontrer à Bouaké les rebelles. Il y a urgence maintenant à engager une nouvelle étape, une nouvelle solution politique. Il n'y a pas d'autre solution que le dialogue et la réconciliation nationale si l'on veut véritablement que la Côte d'Ivoire redevienne ce qu'elle est-elle. Mais le commandement des rebelles du MPCI ne s'estime plus tenu par l'accord de cessez-le-feu et affirmait aujourd'hui être prêt à repasser à l'offensive. Toujours à l'étranger, le procès décidément explosif de Marwan Barghouti en Israël. Marwan Barghouti, c'est l'un des principaux chefs du Fatah, le parti d'Yasser Arafat. Il est accusé de terrorisme et à son entrée dans la salle d'audience, il a été conspué par les familles des victimes et dans la confusion, traîné, menotté sur le dos par les gardes qui l'escortaient. Le procureur l'a accusé de provocation. Ses avocats, eux, dénoncent depuis longtemps un procès politique. Par ailleurs, 5 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures. Parmi eux, 3 adolescents qui tentaient de pénétrer dans une colonie israélienne limitrophe de la bande de Gaza, munis d'un couteau. Ailleurs, près de Naplouse, c'est un kamikaze qui a été victime des explosifs qui se trouvaient dans son sac. La situation en Irak est d'abord cette indication de calendrier, elle a son importance. La guerre, si elle a lieu, ne démarrera pas avant la fin janvier, puisque le chef des inspecteurs, Hans Blix, est officiellement attendu à Bagdad pendant la 3e semaine de ce mois pour faire le point sur les inspections. En attendant, Washington continue de renforcer son dispositif et envoie ces images d'une partie de football des Marines et d'un barbecue sur le porte-avions USS Constellation qui se trouve dans le Golfe. La perspective de guerre qui fait flamber les cours du pétrole, mais elle n'est pas seule en cause. Depuis plusieurs semaines, le 5e producteur mondial vit une incroyable crise. Il s'agit du Venezuela. Quelques points de repère. Ce pays, grand comme une fois et demie la France, est peuplé de 24 millions d'habitants. Le pétrole représente 82% des revenus. Et le président populiste Hugo Chavez, figure du tiers-mondisme, soutenu par une partie de l'armée, est opposé à l'autre moitié du pays, en grève générale depuis plus d'un mois. Vincent Nguyen. Il allait très tiré, Hugo Chavez, en rencontrant aujourd'hui son ami Lula, président du Brésil. C'est que depuis un mois, le Venezuela est en crise, paralysé par une grève qui touche surtout le secteur pétrolier. Or, le pétrole, c'est plus de 80% des exportations du pays. Même si chaque soir, des milliers d'opposants réclament à coups de casserole sa démission, Chavez ne se laisse pas faire. Il envoie l'armée sur les pétroliers en grève de la compagnie nationale et récompense ceux qui continuent de travailler. Ancien officier parachutiste, Chavez est un homme à poigne. Après avoir tenté de prendre le pouvoir par la force en 89, il l'a conquis par les urnes en 98. Réélu triomphalement pour 6 ans en juillet 2000, ce populiste de gauche combat le libéralisme, redistribue les terres. Il s'affiche avec son grand ami Castro sur un terrain de baseball et le fait même chanter dans son propre show télévisé « Allo Presidente ». Aujourd'hui, on adore Chavez ou on le déteste. D'ailleurs, pro et anti-Chavez ne discutent plus, ils se battent.
Le président vénézuélien a échappé à un coup d'État en avril dernier. Maintenant, il affronte une coalition politique qui réclame des élections anticipées. Ce sont des patrons, l'Église, les classes moyennes ou des intellectuels. Chavez leur répond que la Constitution les autorise à le destituer par référendum à mi-mandat, c'est-à-dire en août prochain, mais que d'ici là, il tiendra bon. En Grande-Bretagne, la plus longue prise d'otage depuis plus de 20 ans. Un homme est retenu par un gangster dans un immeuble de Londres depuis plus d'une semaine. Le quartier entier est bouclé et ce sont les bobbies qui font les courses pour les habitants. Londres, Laurent Boussier. C'est une situation étrange où se mêlent les images d'un quartier en état de siège, tireurs d'élite, voitures de police, rues barrées, et des scènes plus surprenantes de policiers buvant le thé ou raccompagnant chez eux des personnes habitant dans le périmètre de sécurité. Nous sommes à Hackney, dans l'est de Londres, où depuis 8 jours, la police encercle une maison dans laquelle s'est réfugié un forcené armé et son otage. L'affaire est sérieuse, plusieurs fois déjà, des coups de feu ont été entendus. Une douzaine de personnes du voisinage ont dû être évacuées. Pour nous, il est important de maintenir le dialogue. Nous avons pour but d'arriver à une issue pacifique de cette affaire. Mais cette approche n'est pas du goût de tous et après 8 jours de patience, ce sont les habitants du quartier qui en ont assez. Ça n'est pas facile. Ça m'a pris 6 heures pour aller chercher une bouteille de lait. Le preneur d'otage, lui, sait jouer avec la police et il va jouer aussi longtemps qu'il le pourra parce qu'il sait que le jour où il sort de cette maison, c'en est fini de sa liberté. C'est effrayant, mais il faut continuer à vivre. Gangster qualifié de particulièrement dangereux et lié au trafic de drogue, Eli Hall, c'est son nom, sait qu'il n'a rien à perdre. Il fait donc durer une prise d'otage qui est déjà la plus longue qu'ait connue la Grande-Bretagne depuis 30 ans. Et on en vient maintenant au dossier du clonage, puisqu'il y a une semaine précisément, les Raéliens dévoilaient lors de cette conférence de presse qu'un premier bébé cloné était né. Le débat, vous le savez, a enflammé le monde scientifique, et pas seulement scientifique d'ailleurs, car tout le monde se sent concerné. L'indignation est quasiment unanime, mais on s'interroge d'abord sur la réalité de cette expérience. Ce soir, Brigitte Boisselier a donc accepté de nous répondre. Vous êtes, je le disais, celle par qui le scandale arrive, présidente de Cloned, une entreprise liée aux Raéliens. C'est vous qui avez supervisé et annoncé l'expérience. Et je le disais, on vous soupçonne donc de faire un coup de pub. Vous avez dit en début de semaine, des prélèvements ADN seront effectués mardi et on aura la preuve que cette expérience a bien été faite. C'était donc avant-hier. Alors est-ce que ces prélèvements ont été réalisés et est-ce que vous pouvez apporter aujourd'hui des premiers résultats tangibles ? Ok. Donc ces prélèvements n'ont pas été réalisés pour l'instant. On a dû repousser parce que je pense que vous avez probablement entendu parler des événements qui ont entouré Cloned pendant ces 2 derniers jours, 3 derniers jours. Nos établissements en Corée du Sud ont été investis par la police avec beaucoup de fracas. La FDA est entrée dans certains de nos locaux à Las Vegas et aux États-Unis. Une demande a été déposée en Floride, je crois, pour que l'enfant soit retiré à la mer. Donc ça fait beaucoup d'accumulation pour des parents qui sont rentrés chez eux et qui veulent juste avoir la paix et vivre bien avec leurs enfants. Donc ils se sont donné encore quelques jours avant d'accéder à ma demande, parce que pour moi c'est important que cet expert indépendant puisse aller chez eux, et je respecte ça. Vous comprenez le doute que ça peut faire naître, parce que tout le monde est d'accord, ces prélèvements c'est une opération extrêmement simple. Oui. C'est ce qu'on fait d'habitude pour les reconnaissances en paternité. C'est ça. Mais l'expert indépendant a signé un accord de confidentialité avec moi et avec les parents, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais si un juge demande à l'expert indépendant de donner ses sources et qu'il a ce qu'on appelle un subpoena aux États-Unis, cette experte sera obligée de donner l'identité de l'enfant, l'identité des parents, et c'est la chose qui perturbe le plus les parents. Bon. Donc pour l'instant, il se donne encore 2 ou 3 jours. Est-ce que vous pouvez quand même donner un peu d'informations, nous dire par exemple qui est cet expert indépendant ? Alors, si je vous donne le nom de l'expert indépendant, à ce moment-là, cet expert va être suivi là où il va se rendre. C'est encore accumuler les problèmes. Je préfère garder son anonymat tant qu'il n'a pas fait le prélèvement. Une fois que le prélèvement est fait, son nom sera connu. Michael Gillin va le faire savoir très largement. Vous parlez du journaliste qui a été désigné. Mais alors quand ? Est-ce que vous avez une date à nous donner peut-être ? Pour l'instant, les parents m'ont dit qu'ils se donnaient encore 48 heures, parce qu'il y a un décalage là, 48 heures pour décider si oui ou non ils le faisaient. Donc prélèvement peut-être dans 48 heures.
C'est ça, c'est-à-dire que pour nous, ce qui est important, pour l'instant, on a beaucoup d'avocats qui travaillent sur le sujet pour savoir quels sont les risques vrais du bébé. Est-ce que vraiment il pourrait être retiré des parents si l'experte indépendante était acculée à donner des renseignements auxquels elle a eu accès forcément. Et alors, donc on est dans cette balance-là et vous le comprendrez. Et peut-être que le deuxième enfant sera plus accessible puisqu'il est en Europe et que le pays dans lequel il va naître sera peut-être plus moins délicat. Dans quelques jours. Et cette naissance, donc dans quelques jours, vous dites, c'est-à-dire la semaine prochaine, d'ici 10 jours? Non, je pense que c'est cette semaine. Cette semaine, avant la fin de la semaine, avant dimanche? Oui. Oui, parce que vous êtes passé maître dans l'art de faire monter le suspense, alors on commence un peu à s'interroger. Oui, je peux vous dire quand même que c'est la vérité. De toute façon, retenez bien les dates. L'enfant est vivant. Ceux qui vont suivre, je pense, vont être également en très bonne santé. Et il y aura de façon indéniable la trace de leur naissance. Et ils auront toujours les mêmes cellules. Et on pourra toujours comparer avec celles des mamans. Oui. Un mot du fond quand même de l'indignation. De l'indignation suscitée par cette annonce. Sur le fond, l'argument qui revient toujours, c'est que ce qui fonde l'humanité, c'est le mélange de deux patrimoines ADN et la part d'aléatoire qui en résulte et qui fait que chaque individu est singulier et unique. Le clonage, c'est une réplique, c'est une photocopie du patrimoine génétique de quelqu'un. Est-ce que ça n'est pas, selon vous, la fin de l'humanité? Est-ce que ça ne vous dérange pas? Pour moi, le fondement de l'humanité, c'est pas le mixage de deux éléments ou de deux gamètes. Le fondement de l'humanité, c'est notre cerveau, c'est notre capacité à évoluer, c'est notre capacité à faire évoluer la science en toute conscience vers une humanité plus belle. Et je vois pas en quoi la science qui conduit à faire un jumeau en décalé, alors que les jumeaux naturels existent, je vous rappelle, faire un jumeau en décalé puisse être un gros problème. C'est sûr que ça perturbe, comme à chaque fois qu'il y a une avancée technologique, surtout dans le domaine de la reproduction humaine, ça perturbe. Il y a 24 ans, lorsque le premier bébé éprouvette est né, c'était monstrueux, c'était contre la nature. Aujourd'hui, il y en a des centaines de milliers qui sont vivants, heureux, et des parents qui sont heureux. Ça va être la même chose pour le clonage. Il y a toujours ce décalage entre la science et puis la société qui absorbe cette science. Il y a d'abord le dégoût, ensuite on a développé plein de peurs de toutes sortes qui n'étaient pas fondées, qui ne sont pas rationnelles. Et aujourd'hui, on est en train de mettre le doute. Mais je pense qu'une fois que vous verrez cet enfant, que moi j'ai vu les photos, ça y est, une fois que vous verrez cet enfant, vous verrez c'est un enfant qui a été désiré, qui est voulu, qui va être aimé. Et je voudrais bien que la plupart des enfants sur cette planète soient autant désirés et voulus que celui-là. C'est votre appréciation, Brigitte Boisselier, mais cette annonce, elle a suscité quand même d'autant plus de réserve que la personnalité de Raël est, disons, fantasque, pour ne pas dire franchement loufoque. Et derrière le gourou, il y a une autre histoire, celle d'un homme toujours attiré par la gloire et la notoriété. Portrait signé Hervé Guéquier. Vous le commenterez avec nous, Brigitte Boisselier. Que je ne trimballe. Chanteur à 20 ans. 20 ans. Gourou à 30. Entre les deux, une apparition. Ça, c'est la réplique exacte de l'engin dans lequel je suis monté le 13 décembre 1973 dans le puits de la Sola, près de Clermont-Ferrand. Un être est descendu. Un extraterrestre. Un Elohim, affirme Claude Vorillon, qui lui révèle, paraît-il, le secret de l'humanité. Les hommes ont été créés en laboratoire quelque part dans l'univers et exportés sur Terre il y a 25 000 ans. Depuis cette histoire, Claude Vorillon est devenu Raël, nouveau prophète sur Terre, prétend-il. Pour l'heure, son royaume s'appelle Ufoland, 150 hectares au Québec, quartier général de la secte raélienne. Claude Vorillon, prophète, sauf apparemment dans son pays, Ambert en Auvergne. Sa tante, celle qui l'a élevé, ne croit pas aux fables de son neveu. Tout, j'en ai raconté déjà des histoires, là, ils m'ont raconté des histoires. Enfin, ça l'a permis de réussir, toujours. Ça l'a lancé, d'avoir vu les extraterrestres. On ne parlerait pas de lui s'il n'avait pas vu les extraterrestres. Raël aime dire qu'il est le demi-frère de Jésus. Il adore baptiser ses adeptes, c'est son côté mystique. Raël n'en est pas moins homme. Au programme des conventions de la secte, striptease et sensualité. Les Raéliens prêchent la liberté sexuelle, parfois jusqu'au dérapage. En 1997, 2 d'entre eux ont été condamnés en France pour pédophilie. Souvenir de jeunesse, Raël aime toujours pousser la chansonnette avec de jolies jeunes femmes, ses anges, comme il les appelle, dévoués, corps et âme. Un ancien adepte témoigne.
Si j'aurais été aussi belle fille que je suis beau bonhomme, une belle petite blonde aux yeux bleus avec une stature bien mince, je suis convaincu que j'aurais eu passé des moments intimes avec Raël. Mais les Raéliens sont aussi des pragmatiques. Quête, vente des livres du gourou, souscription des membres de la secte qui reversent 10% de leurs revenus et bientôt peut-être le clonage humain. 200 000 € seraient exigés pour chaque naissance. L'avenir financier du gourou est assuré pour très longtemps. Brigitte Boisselier, j'ai une question simple qui appelle une réponse simple. Il dit, Raël, comme il se prénomme, dit qu'il a effectué 9 milliards de kilomètres dans une soucoupe en forme de cloche aplatie pour rencontrer les extraterrestres. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Vous êtes une scientifique. Je pense que ça a plus de réalité qu'un Dieu tout-puissant qui a tout créé tout en 7 jours, ou que l'évolution qui a fait... Mais au-delà de ça, je suis indignée de la façon dont vous traitez sa sainteté Raël, de la façon dont vous osez vous porter, dont nous traitons un qui, jugement sur les dizaines de milliers de personnes qui croient en lui. Quelle que soit notre croyance, je demande le respect. Et je pense que c'est le minimum que vous puissiez apporter. La France, qui est soi-disant le pays des droits de l'homme, se positionne aujourd'hui comme le pays qui discrimine le plus les minorités religieuses. C'est fondamentalement inadmissible. Regardez-vous bien évoluer. Vous êtes en train de faire exactement ce que vous faisiez il y a 60 ans aux Juifs, ce que vous avez fait aux protestants auparavant. Tout le monde est en train d'émigrer et c'est inadmissible. Brigitte Boisselier, vous pensez qu'il a fait 9 milliards de kilomètres dans une soucoupe aplatie en forme de cloche? Je pense effectivement qu'il a été contacté par des êtres, comme Jésus l'a été auparavant, comme tous les autres prophètes. Je pense que c'est beaucoup plus rationnel que d'imaginer d'autres versions de l'origine de la vie. Et j'ai côtoyé sa sainteté Raël pendant plusieurs années maintenant. Je le suis. Il est digne de ses enseignements. Il vit de façon très... comment dire, simple, et on lui prête, vous parlez de 2 millions de dollars qui vont... C'est la compagnie Clonette qui va faire de l'argent, c'est pas le mouvement, puisqu'il m'a donné complètement la compagnie, même s'il l'a fondée auparavant. Et sa recherche est purement une recherche spirituelle et une éducation spirituelle pour une meilleure humanité. Merci, et Brigitte Boisselier. Je suis vraiment très fière d'être raélienne. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Dans l'actualité de ce jeudi, les inondations encore, une quarantaine de personnes évacuées hier soir ici à Lisieux dans le Calvados, des pavillons, des routes sont sous les eaux, alerte aussi dans le nord près de Lille et une nouvelle fois dans la région d'Amiens. La lutte contre les inondations, c'est l'un des axes d'un projet de loi qui sera présenté demain au Conseil des ministres par Roselyne Bachelot sur les risques technologiques et naturels. Philosophie générale, il faut instaurer une culture du risque et l'avoir toujours à l'esprit. Le détail, Hélène Vergne. Inondés à 3 reprises cette année, les habitants du Sud-Est sont les premiers concernés par le projet de loi. Ils s'attachent tout d'abord à accélérer l'indemnisation des sinistrés dans un délai maximum de 3 mois. Surtout, le projet prévoit de financer l'achat de terrains hors de la zone dangereuse pour tous les habitants dont les biens ont été détruits à plus de 50% de leur valeur. L'idée est d'éviter les reconstructions à l'identique. Par ailleurs, le gouvernement souhaite développer les bonnes pratiques agricoles, favoriser la plantation des haies et surtout créer des zones d'expansion des crues. Concernant les risques technologiques, un axe fort se dégage, la maîtrise de l'urbanisation autour des 670 sites à risque, comme ici à Toulouse. Le projet crée un droit de délaissement et d'expropriation. Il permettra aux riverains des usines dangereuses de quitter leur maison en étant indemnisés au prix du marché. Par ailleurs, des PPRT, plans de prévention des risques technologiques, permettront de limiter les constructions pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Un projet très coûteux et très attendu. Plus de 2 millions de Français vivent aujourd'hui en zone à risque. Alors à propos de ce dispositif sur les zones inondables, illustration à Sommières, durement marquée par les crues, il y a quelques semaines encore, à l'heure de la reconstruction. Comment appliquer ces dispositions ou cette philosophie? Karine Comazzi, Didier Deluc. C'est tout un symbole. La caserne des pompiers construite en zone inondable. À Sommières, les inondations du 9 septembre ont permis de faire le triste inventaire des ratés de l'urbanisation. Si l'on consulte le PPR, le plan de prévention des risques de 1998, on constate que plus de la moitié de la ville est située en zone inondable. On a une responsabilité et on a un poids économique sur les épaules, mais aussi il y a des nouveaux arrivants auxquels il faut répondre à la demande. Et quand vous êtes amputé de 60% de votre territoire, c'est très difficile.
Sommières, qui vit principalement du tourisme, attire pour son cœur de ville médiéval, précisément l'endroit le plus vulnérable lors des inondations. Écoles ou commerce de plein pied, tout est à repenser. Et que faire de ces lotissements acquis par économie en dépit du risque? Au départ, quand nous avons construit, nous savions qu'en 58, l'eau était arrivée jusqu'ici. Mais avec les barrages qui avaient été construits, nous avions la certitude que nous n'aurions plus jamais d'eau. Inconscience ou fatalisme, aucune transaction immobilière n'a été annulée à Sommières depuis les inondations. Jusqu'à présent, les personnes étaient informées et ne manifestaient pas de désintérêt, disons, sur l'immeuble ou l'acquisition projetée. Il faut que toutes les parties prenantes, tous les acteurs du risque, négocient quel est le risque acceptable. C'est-à-dire, si on reste en zone inondable, si on construit en zone inondable, qui est responsable et qui va payer finalement? Pour les habitants de Sommières et des autres villes en zone inondable, c'est toute une culture du risque qu'il faudra acquérir. Des pluies diluviennes également chez nos voisins belges, touchés depuis plusieurs jours par des inondations qui ont déjà fait 2 morts. Image ici de la Flandre où la situation de préalerte est maintenue. Inondations aussi en Allemagne. La Thuringe et la Rhénanie craignent des crues très importantes. C'est l'état d'alerte maximum qui a été décrété par le gouvernement dans ces 2 régions. L'îlot de Tikopia dans le Pacifique attend lui toujours les secours. 5 jours après un typhon dévastateur, l'inquiétude demeure sur le sort des 2000 habitants. Frédéric Crotta. Un calme étrange règne sur l'une des 2 îles frappées de plein fouet par Zoé. Zoé, un des cyclones les plus violents qu'ait connu ce territoire de Polynésie. Difficile sur ces premières images aériennes de se rendre compte des dégâts et surtout impossible d'avoir la moindre idée sur le nombre des victimes. 3000 habitants vivent sur ces territoires et l'on craint que plusieurs dizaines d'entre eux aient été emportés par la violence des vents et la force des vagues. Sur ces premières photos, on aperçoit les dégâts causés sur l'habitat traditionnel et aussi sur les forêts. Les 2 îles, Tikopia et Hanuta, sont extrêmement isolées. Il n'y a bien sûr pas de piste d'atterrissage et les secours organisés par l'Australie et la France devront se faire par bateau. Une des premières embarcations chargées d'aide humanitaire doit partir demain, chose à peine croyable, près de 5 jours après le passage du cyclone. Les sciences et cette découverte qui fait, je vous le disais, de l'orang-outan un animal social comme le chimpanzé ou l'homme. Le singe s'est imposé des bonnes manières. Il a appris par exemple à ses petits à dire bonne nuit. Isabelle Quintard. Il ne leur manquait que la parole et voilà que l'on apprend qu'ils peuvent se dire bonne nuit, juste avant de se coucher et juste en émettant un léger sifflement. Les orang-outans de certaines régions de Bornéo et de Sumatra communiquent entre eux et c'est une découverte scientifique. Des primatologues internationaux les ont observés, répertoriant plusieurs types de comportements, tous issus d'un apprentissage social. Leur réputation de solitaire en prend un coup. Ces primates, comme d'autres singes, forment une petite société, régie par des codes très précis, comme le choix des aliments, la façon d'utiliser les outils, et puis surtout la transmission des savoir-faire. En cela, les orang-outans rejoignent les chimpanzés, les gorilles ou encore les bonobos. Dans ces sociétés, chacun connaît ses voisins et surtout les imite. Et cette imitation est la base de tout apprentissage. Mais l'usage du langage, leur capacité d'abstraction pour certains, ou bien encore leur grande inventivité, tout cela ne constitue pas encore aux yeux des scientifiques la preuve d'une quelconque intelligence animale. La mort de 2 randonneurs hier à Méribel, une corniche a cédé sous leur poids. Rarement les Alpes auront connu un tel redout à Noël. Le danger est partout. Pour le peloton de gendarmerie de haute montagne, la saison s'annonce très dense. C'est le dossier de cette édition. Notre équipe l'a suivi dans le décor grandiose des écrins. Loïc Delamornay, Vincent Ferreira. L'hélicoptère multiplie les rotations, déchargeant à chaque fois ses grappes de secouristes. Ils sont des dizaines à rechercher un corps enseveli sous la neige. L'homme qui a déclenché cette avalanche, un surfeur de 60 ans, skiait hors piste. Il skiait seul, une deuxième erreur car l'alerte a été donnée tardivement. Il y a à peu près 15 minutes où on a d'énormes chances de trouver la personne vivante. Au-delà de ces 15 minutes, il y a vraiment des chances de trouver la personne décédée. Le corps sera détecté par les chiens à 1,50 m de profondeur après 2 heures dans la neige. Même si les secours avaient été prévenus plus tôt, cela n'aurait sans doute rien changé. La violence de l'avalanche qui a dévalé 300 mètres de pente a broyé sa victime sur le coup.
Le ciel est maussade, la nuit tombe et il y a encore 30 secouristes et 4 chiens à évacuer. Les hélicoptères du secours en montagne ne sont pas équipés pour voler de nuit. Mais afin d'épargner aux secouristes de longues heures de redescente à pied, dans le froid et l'obscurité, le pilote court le risque. Il connaît le relief par cœur et, faute de luminosité, utilise une astuce de fortune pour se faufiler dans le massif, les phares des voitures. Un flot de véhicules comme on en voit en bas matérialise très bien les routes. Hein. Le flot des véhicules, les courbures des virages nous permettent de nous repérer un petit peu comme en plein jour. Le lendemain matin, à la première heure, l'hélicoptère repart pour récupérer une autre victime d'avalanche. Ce skieur hors piste, lui aussi, a eu plus de chance. Il s'en tire avec une jambe cassée. L'an dernier, il avait déjà été sauvé d'une avalanche par les mêmes gendarmes du secours en montagne. Visiblement, cela ne lui a pas servi de leçon. Aujourd'hui, vous avez eu de la chance, vous pouvez le dire, parce qu'hier, il y a eu une avalanche aussi, et il y a quelqu'un qui est resté. Hein. Oui, je sais, on a appris ça. On les sermonne un petit peu, effectivement, on les engueule. Il y en a qui réagissent bien, il y en a qui se sont fait peur, hein, qui visiblement, dans leur pratique, deviennent plus sages, plus raisonnés, et d'autres ne comprennent pas, d'autres réitèrent, parce que le plaisir est plus fort que tout. Parfois, le sermon se passe de mots. Ces 4 jeunes skieurs hors piste se sont retrouvés bloqués plusieurs heures, au pied d'une barre rocheuse. Les pilotes les récupèrent, mais volontairement ils les déposent, une fois le danger passé, quelques centaines de mètres plus bas seulement. Pas de vol direct jusqu'à la station, les jeunes skieurs ont 2 bonnes heures de marche pour redescendre, de quoi méditer sur leur inconscience. La mort ce matin à 106 ans du général Maurice Bourgeois, l'un des 64 poilus de la Première Guerre mondiale, encore vivant. Il n'avait que 17 ans lorsqu'il s'était engagé dans l'armée en 1914. Toute la France à Paris, toute la France à travers les 86 clichés du photographe Jean-Pierre Gilson. Ces photos sont exposées sur les grilles du jardin du Luxembourg. Isabelle Bechler, Frédéric Bonne. Des détours de France pour combattre la grisaille parisienne. Un exotisme inattendu au détour d'une promenade au cœur de la ville. C'est la 3e fois que le Sénat fait des grilles du Luxembourg les plus grandes cimaises de Paris. L'objectif de Jean-Pierre Gilson nous offre un regard anti-carte postale sur les identités du paysage français. On dirait un tableau de Vermeer. Vraiment extraordinaire. J'en ai détaillé 5 ou 6 pour l'instant, pas plus. C'est extra de découvrir ces photos comme ça au fur et à mesure. L'impression est super, on est vraiment dedans, dans le paysage. Le badaud est saisi par ces paysages oubliés ou négligés et le Sénat, lui, peut mettre à l'honneur toutes nos régions. C'est l'année de la décentralisation. Le message, c'est la diversité française, de même que le message précédent, c'était la nécessité de respecter la terre. Le noir et blanc et la couleur alternent pour interpeller les passants. Ici, un chemin des dames jamais vu. C'est un phénomène naturel assez sympathique de voir la rivière qui au cours du temps a érodé tout ce paysage et de le voir comme ça paraît assez irréel pour le trajet. Graphiquement, ça apporte des choses, le fait du noir et blanc. La même photo en couleur, elle n'aurait pas du tout cet effet-là. Pour le photographe qui a accumulé 15 000 clichés et 200 000 kilomètres pour ce travail, c'est le bonheur de la confrontation. C'est une France qu'on ne voit plus, parce qu'on passe devant tous les jours, devant ces paysages, dans certains paysages, et on ne le regarde plus. C'est ça que j'ai voulu montrer. C'est un voyage de Monsieur Tout-le-Monde. Avec toute la modestie de son œil singulier, Jean-Pierre Gilson nous offre sa France, ses France, ouvertes à tous les vents, jusqu'à la mi-avril. Sport, le Dakar 2003, toujours en Europe, mais les choses sérieuses ont commencé aujourd'hui. 43 km de spécial entre les Combes et les crêtes des Corbières. En tête ce soir, Stéphane Peter-Ancel, catégorie voiture, et Richard V, catégorie moto. Et puis un mot de football pour vous dire que Christophe Dugarry jouera bien à Birmingham City. L'attaquant était capitaine des Girondins de Bordeaux depuis 2 ans. Il a été prêté au club anglais jusqu'à la fin de la saison. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À suivre la météo, Patrice Drevet, toujours de grosses rafales sur l'est du pays. Point route Yves Cara, l'info sur France 2 minuit et demi, dernier journal Ève Mettet. Dès 6h30 Télématin, Jean-Paul Chapelle recevra le marin Jo Le Guen. On se quitte sur ces images du skieur nautique le plus petit du monde. Il s'appelle Twiggy et c'est un écureuil. Il y a eu un franc succès au salon nautique de New York.
Il a fallu plusieurs années d'entraînement pour en arriver là. À lundi.